Est-ce bientôt la fin de l'histoire pour le musée de Louis ? Ouvert au Cellier en 2014, ce lieu, consacré à la vie et l'œuvre de Louis de Funès, s'était installé dans une des ailes de l'ancien château de l'acteur. Problème, le propriétaire des lieux avait décidé de mettre le site en vente. Pour les gestionnaires, il s'agissait donc de trouver les moyens de racheter la propriété, soit trouver un peu plus d'1 million d'euros. Seulement voilà, malgré une opération de financement participatif et un appel lancé auprès des collectivités locales, le sauvetage du musée de Louis est dans l'impasse et il pourrait du coup définitivement fermer ses portes le 30 octobre prochain. Salaud de pauvre. Salaud de pauvre, ça passe très bien aujourd'hui, alors que c'est monstrueux. C'est deux phrases monstrueuses. Avec Louis de Funès, tout passait. Les fans de Louis de Funès tentent leur chance au Cellier pour voir pour la dernière fois la collection proposée par le musée de Louis. Il était temps, on venait le voir, voyez-vous, puis c'est trop tard. 65 000 visiteurs, plus de 1000 objets, lettres, costumes et photos rassemblés. Mais le musée vit ses derniers jours. Faute de fonds, le musée fermera définitivement ses portes le 30 octobre, annonce Charles et Roselyne Duranger dans un communiqué. Prématuré, estime le maire du Cellier. Aujourd'hui, j'apprends que monsieur et Mme Duranger on jette l'éponge. Donc je trouve que c'est un peu prématuré. Nous, on pense, comme la région, que le musée de Louis a son importance au Cellier. L'association cherche 1,5 million d'euros pour acheter les murs de l'orangerie, où se trouve le musée, et pour quelques travaux. Les collectivités ont été mises autour de la table pour aider au financement. Nous avons pu leur apporter une aide possible à hauteur de 20% de leur projet. C'est la limite légale autorisée. Ils nous ont sollicité effectivement pour du financement. Or, aujourd'hui, dans le cadre de la loi NOTRe, le département ne peut plus apporter de financement pour des musées privés. Sauf miracle, les jours du musée actuel sont comptés, mais la collection existe encore. Et Louis de Funès, lui, restera toujours. C'est quand même toute une histoire et c'était un personnage qui était et qui restera irremplaçable. Pour la première fois, le conseil départemental a coordonné un échange entre des jeunes Français et Tunisiens. 7 sont accueillis pendant 8 mois dans différentes structures du département, comme au foyer de jeunes travailleurs de Nozay. Benoît Balti. Il a quitté Mahadia en Tunisie pour passer 8 mois en France. Atef vient tout juste de poser ses valises au foyer de jeunes travailleurs de Nozay. C'est ici qu'il va effectuer son service civique international. C'est une chance de vivre un service civique. Et en fait, elle est une opportunité de faire vivre cette expérience pour rencontrer plusieurs jeunes et en fait une autre culture un peu différente que la culture tunisienne. Ce jeune diplômé en télécommunication va devenir le monsieur numérique du FJT. Parmi ses missions, la refonte du site web et l'animation d'ateliers autour du numérique. Mais les raisons de la présence d'Atef ne s'arrêtent pas là. L'idée, c'est également pour les jeunes que l'on accueille ici au sein du FJT de découvrir une autre culture à travers la personne d'Atef. Donc de travailler en lien avec la Tunisie, voir comment eux fonctionnent, comment nous on fonctionne. Les échanges interculturels, c'est là tout l'enjeu de ce service civique international, un dispositif rendu possible en Loire-Atlantique grâce au conseil départemental. Pour la première fois, 7 jeunes Tunisiens ont été accueillis dans plusieurs structures du département. Nous avons aidé à financer les billets d'avion, nous avons aidé à financer une partie de l'hébergement. Pas l'intégralité puisqu'il touche une indemnité du service civique et puis c'est aussi dans un processus de responsabilisation, de prise en charge d'un budget du quotidien. Parallèlement à la venue de ces jeunes Tunisiens, 8 jeunes de Loire-Atlantique sont partis effectuer un service civique en Tunisie. Tous se retrouveront dans quelques mois pour faire le bilan de cette expérience. Revenu vainqueur du Danemark dimanche, les handballeurs nantais n'ont pas le temps de souffler. À peine une petite séance d'entraînement ce mardi que déjà, il leur faut reprendre la route. Direction Nîmes pour un match de championnat qui s'annonce serré demain soir face au 4e de la Star League. On les a joués cet été, on a vu un peu l'équipe telle qu'elle est cette année. Ils ont perdu quand même Sorina et Idrissi. Bon, par contre, ils ont recruté un super gardien. C'est une équipe qui est stable par rapport aux forces qu'elle avait l'année dernière. Nîmes est une équipe qui est capable de jouer très vite aussi. Le contexte à Nîmes sera difficile, parce que Nîmes est une équipe qui est combative et qui joue avec le soutien du public. Ces dernières années, on n'a pas réussi de résultats là-bas.
Donc toujours eu des matchs ou des fins de match un peu compliquées. On sait que ça va être un match très difficile, oui. Mais je dirais qu'il n'y a pas de match facile dans ce championnat et encore moins à l'extérieur. Pas de repos non plus pour le NLA. Après leur succès à domicile en Coupe d'Europe face à Debrecen, les handballeuses nantaises sont à nouveau sur les parquets demain soir. Les Roses reçoivent Fleury pour le compte de la 5e journée de la Ligue féminine. Coup d'envoi à 20h30, salle du Vignoux à Saint-Herblain. Pas de Tour de France en Pays de la Loire en 2017. Le parcours de la Grande Boucle a été dévoilé ce matin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ouest de la France a été totalement oublié. Pour mémoire, le dernier passage du Tour à Nantes remonte à 2008 avec une arrivée quai de la Fosse. Ça ne nous rajeunit pas. Le Tour de France qui avait également franchi le pont de Saint-Nazaire, c'était à l'été 2011. Pas de panique si vous n'avez pas encore votre billet pour le derby entre Nantes et Rennes samedi soir. Le club lance une chasse au trésor dans les rues de la Cité des Ducs. Pour aider les supporters, des indices seront publiés 3 jours avant chaque rencontre à domicile sur les comptes Facebook et Twitter du club avec la mention POC-Match FCN. Les plus rusés trouveront 2 invitations en tribune présidentielle pour la rencontre. Début de la chasse ce mercredi à 10h. Bonne chance à tous. Les athlètes olympiques ligériens étaient mis à l'honneur hier par le conseil régional des sportifs qui, après Rio, ont déjà Paris 2024 en tête. 25, c'était le nombre de sportifs ligériens présents aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016. 2 mois après, la région a donc tenu à féliciter ses athlètes. Une cérémonie importante pour Damien Seguin, médaillé d'or en voile aux Jeux paralympiques. Forcément, les Jeux de Rio 2016, c'était les derniers pour la voile, puisqu'on ne sera pas représenté, en tout cas en paralympique, sur les Jeux de 2020. On fait le maximum pour revenir sur le programme de 2024 en espérant que ce soit Paris qui ait les Jeux. Mais voilà, gagner cette belle médaille d'or, voilà, c'est potentiellement la dernière de ma discipline. Des athlètes de haut niveau qui peuvent compter sur plusieurs soutiens pour mener à bien leurs projets sportifs. Alors il y a de multiples dispositifs. D'abord les ligues notamment qui viennent par rapport à l'encadrement. Les clubs qui sont les premiers soutiens au départ. Et puis après, il y a évidemment des aides à la fois de l'État et du Conseil régional, puis du Team 303 qui peuvent aider à la préparation à ces compétitions qui sont vraiment des compétitions de très très haut niveau, quoi. Derrière Rio 2016, il était bien sûr question de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. On a un véritable challenge à relever. C'est la raison pour laquelle on appelle tous les sportifs, quels qu'ils soient, à s'engager dans cette candidature, mais aussi tous les citoyens. Paris 2024 peut être un enjeu. Déjà, en tant que sportif, je vais faire le maximum pour porter la candidature de Paris vers la victoire. Réponse du CIO le 13 septembre prochain. Rencontre avec une jeune chercheuse nantaise. En collaboration avec des homologues australiens, elle travaille sur un dépistage du cancer du sang par prise de sang. Explication. C'est une technique d'analyse qui permet de mesurer des atomes, notamment des isotopes. Ce sont en fait naturellement, dans la matière, il existe des atomes par exemple de carbone, d'azote, et ces atomes-là ont des masses différentes, comme par exemple le carbone 12 et le carbone 13, qui sont présents de manière naturelle, en abondance. Et nous, on mesure le rapport de ces isotopes contenus dans ces atomes, et nous avons mesuré ces rapports dans des tissus cancéreux, et nous avons pu montrer qu'il y avait une différence entre les tissus non cancéreux et cancéreux. Et cette technique innovante peut être appliquée non seulement à plusieurs types de cancers, mais aussi à des échantillons biologiques comme du sérum ou du plasma, ce qui ouvre une perspective pour la découverte de biomarqueurs qui sont justement le dosage de ces atomes-là. Plus nous avons un enrichissement de ces isotopes-là de manière naturelle, en azote ou aussi bien en carbone, et bien cela montrait la présence de cellules cancéreuses. Et nous essayons de comprendre
Pourquoi il y a ces différences? Parce que pour qu'il y ait un biomarqueur valable, il faut aussi montrer le côté fondamental et essayer de comprendre, nous essayons justement de comprendre, en associant aussi avec d'autres techniques, qu'est-ce qui se passe au niveau du métabolisme du cancer et qui expliquerait ces différences. Pour l'instant, les techniques qui sont utilisées sont la mammographie ou encore la biopsie, mais pas encore de dépistage par des tests sanguins. Plus facile, beaucoup plus facile pour le patient, ça éviterait d'avoir recours à la biopsie ou encore à la chirurgie. Et puis, c'est une technique qui pourrait être complémentaire aussi à la mammographie et à la biopsie et la chirurgie. Alors, nous avons breveté l'innovation de la technique en 2012, mais nous y avons commencé à travailler en 2010. Donc ça va faire 6 ans quand même, 5-6 ans que l'on y travaille, parce que il a fallu déjà du temps pour récupérer des échantillons de tissus mammaires, cancéreux, non cancéreux, et puis aussi beaucoup de temps pour développer la technique. Et cette technique est innovante parce qu'elle mesure des petites différences au niveau des rapports d'isotopes des atomes. Et c'est dans ce sens-là qu'elle est innovante. Oui. Nous nous sommes associés à des chercheurs en Australie de l'ANU à Canberra, qui sont aussi des spécialistes du cancer et du cancer du sein. Je ne sais pas si c'est un tournant, mais ça peut être en tout cas une technique complémentaire et innovante qui éviterait peut-être, avant de faire la biopsie ou de la chirurgie, qui permettrait avec la mammographie ou non, de pouvoir avoir déjà une première idée de la situation du patient, s'il a le cancer ou pas. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est intéressant. Donc là, ça peut prendre une dizaine d'années parce qu'il faut des essais cliniques. Comme je vous ai dit, pour montrer que nous avons vraiment un biomarqueur qui peut être utilisé de manière technique, il faut aussi pouvoir l'expliquer d'un point de vue fondamental, pourquoi on a cette différence au niveau de ces isotopes, au niveau de ces cellules cancéreuses.